Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos études se passent bien aussi. Aujourd'hui, on va réviser en fait l'introduction à la politique canadienne qu'on a eue ce semestre. On va passer à travers des sujets, parfois plus rapidement parce que j'ai bien compris que on en avait certains qu'on avait vraiment plus intégrés dans notre matière. Donc je vais passer à travers en fait quelques-uns des aspects assez rapidement, essayons-le en tout cas. Mais c'est ça. Si vous avez des questions, s'il y a certaines choses que je passe pas assez de temps dessus, hésitez pas dans les commentaires, je vous expliquerai vraiment avec plaisir tout ça. Le document, je vais l'envoyer aussi sur le groupe chat, donc vous aurez qu'à le chercher euh, en lien dans le groupe chat. Bon, donc pour commencer, il y a quatre grands axes de la diversité au Canada. On parle tout d'abord des Canadiens français et des Canadiens anglais. On parle ensuite des 10 provinces, donc de la Confédération. Et on parle du multiculturalisme et des autochtones. Donc, naturellement, j'aurais mis les autochtones en premier, mais l'ordre du cours demande à les mettre en dernier, donc on va suivre ce dernier. Pour commencer, donc c'est ça. Les Canadiens français et les Canadiens anglais, c'est quand même l'histoire fondatrice, c'est la théorie du pacte, selon laquelle, en fait, le Royaume-Uni, la France ont eu deux peuples qui se sont justement alliés en cohabitation plutôt forcée, euh, dès le début de l'histoire du Canada. Donc, on le connaît tous, en 1534, Jacques Cartier découvre l'Amérique et particulièrement la Nouvelle-France, qu'il va offrir justement au roi de France afin de procéder au commerce des fourrures et à la colonisation justement de ce territoire-là. Il va entrer en contact directement avec les autochtones, mais on va le mentionner un tout petit peu plus tard. Donc pendant environ une période de centaines d'années, la Nouvelle-France en fait va pas vraiment être très développée. Ça va surtout servir de commerce de fourrure et en fait de points de transport entre les marchandises. Les Britanniques vont rapidement se réaliser que la Nouvelle-France en fait c'est un peu une opportunité à prendre. Eux, ils avaient déjà des colonies aux États-Unis, en fait là où les États-Unis existent, et ils se sont dit qu'ils pouvaient aussi avoir la Nouvelle-France comme point de pouvoir euh, afin de faire la conquête en fait de ce territoire. Donc ici, on voit qu'en 1759, de 1759 à 1763, il y a la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais. Donc les Anglais vont gagner la bataille des plaines d'Abraham et ils vont procéder justement à une politique d'assimilation aux Français, les paysans, qui habitaient déjà là auparavant. Donc malheureusement, on va les priver de leur religion, de leur droit de vote, de leurs droits civils et de leur façon de fonctionner avec les seigneuries. On va tout changer ça et on va l'adapter justement à la mode britannique. Au fur et à mesure, en fait, les colonies de l'Amérique du Nord, mais plus au sud des Britanniques, vont se révolter. Comment ça, en fait? C'est parce que ce qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique décident qu'ils ne veulent plus être sous le joug de la couronne britannique. Ils vont donc euh, à tout prix essayer de gagner leur indépendance. Naturellement, les Français de la Nouvelle-France seraient tentés de joindre ce mouvement-là pour éviter justement toute cette assimilation qui leur a été forcée à travers les années. En fait, le Royaume-Uni décide de laisser un certain compromis aux Français pour les garder à l'intérieur de l'Empire. Qu'est-ce qu'ils font? En 1774, comme vous voyez ici, il y a l'acte de Québec qui est passé. En fait, les Canadiens français seront donc plutôt gardés dans ce qui est dans la colonie britannique en justement reconnaissant le droit de l'Église, le droit civil et le régime seigneurial français au sein de leur territoire euh, comme valide. En fait, on va plus persécuter les Français justement pour ces choses-là en tout cas. Bon, en 1776, naturellement, la Révolution américaine. Et ce que ça cause, c'est que l'indépendance des colonies britanniques au sud va créer une certaine vague d'immigration, une exode des loyalistes des États-Unis d'Amérique au Canada. Ils vont pouvoir justement trouver au sein du Canada une colonie britannique encore sous la couronne et ils vont décider de s'y installer d'une manière permanente afin en fait de retrouver le système euh, qu'ils primaient auparavant en fait. Donc ce qu'on voit ici, c'est que une fois qu'ils arrivent, ils sont pas satisfaits de l'état des lieux. Ils voient que justement l'Assemblée législative ne marche pas, c'est trop compliqué, il y a de l'instabilité, et les loyalistes justement demandent un accord afin de séparer le Canada francophone du Canada anglophone. C'est en 1791 que l'acte constitutionnel va être passé, qui va justement créer une certaine séparation entre le Bas-Canada et le Haut-Canada. Cette séparation-là aussi va se voir à travers des assemblées politiques distinctes. Les deux vont avoir des assemblées politiques.
Et pourtant, les Anglais vont quand même demeurer en parfaite dominance euh, dans les assemblées, puisque même le Bas-Canada, la partie francophone, va être surtout dominée par les anglophones. Donc, dans tous les cas, les lois vont être passées selon les anglophones, les Anglais, les Britanniques. La domination va être gardée. À travers le temps, on voit que justement les Français se voient de plus en plus révoltés par ce système de domination-là qu'on leur a forcé, qu'on leur a donné en fait. Ben, pas vraiment donné, c'est vraiment forcé, je dirais le mot. Donc, il y a l'ordre de Durham qui est envoyé et en 1840, selon ses suggestions, on va décider de faire une union entre le Haut et le Bas-Canada. C'est-à-dire que vraiment, on va décider de joindre les deux sections pour déjà rendre les Français moins majoritaires dans leur propre section. C'est-à-dire que là, par exemple, là où ils faisaient la moitié du Bas-Canada, ils font aujourd'hui le quart du Grand Canada. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour les rendre minoritaires, pour éviter justement qu'ils continuent à se révolter, qui veulent vraiment faire passer des lois, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc, voilà. On en parlera un peu plus tard de justement du nombre. Il y a le deuxième axe de diversité qui est celui des 10 provinces de la Confédération. Ici, on parle plutôt d'une théorie du contrat, car pour rejoindre le Canada, en fait ce qu'est le Canada d'aujourd'hui, chacune des provinces a dû accepter certains compromis. Euh, en fait, accepter de faire certains compromis qui parfois en fait lui posaient moyennement, car il préférait son indépendance l'auparavant. C'est donc en 1867 qu'on passe l'acte de l'Amérique du Nord britannique, acte justement qui sera passé pour trois raisons. Euh, En créant une confédération, on va d'abord rejoindre le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dans un même ensemble. Pourquoi est-ce que tout le monde est d'accord avec cette confédération-là? En fait, pourquoi est-ce que les provinces sont d'accord avec cette intégration-là? C'est parce que il y a des raisons politiques, économiques et d'expansion territoriale. Tout d'abord, les raisons politiques. Ce qu'on a créé avec l'union du Haut et du Bas-Canada, c'était absolument instable. Il y avait des problèmes d'instabilité c'est ça, à cause de l'acte d'union, comme vous voyez ici, et il n'y avait jamais d'entente ou de décision. C'était constamment des gouvernements minoritaires qui pouvaient vraiment pas passer de loi. Et il y a aussi un certain désir de vivre ensemble, comme on le voit ici, euh, car c'est assez justement de toujours se taper sur la tête politiquement, socialement, etc. Donc on veut vraiment une union. Les raisons économiques. Ce qu'on veut le plus, en fait, c'est un marché fort intérieur. Pourquoi? En ce moment, le Royaume-Uni, en 1867, il vit de grandes choses. Le Royaume-Uni, il a plus vraiment le temps de se préoccuper de son enfant, qui est le Canada, en fait, et il va justement mettre fin à ces tarifs préférentiels qui laissaient justement le commerce de bois rentrer plus facilement à un moindre prix qui venait du Canada, en fait. En plus de ça, déjà, les États-Unis d'Amérique étaient froids à l'idée de commercer avec le Canada, qui était encore sous le joug euh, de la couronne britannique. Donc, les États-Unis aussi se protégeaient et mettaient des taxes sur tout ce qui était les importations canadiennes, etc. Donc, vraiment, notre but, c'est de créer un marché fort intérieur. Comme vous voyez ici, la façon de le faire en 1867, c'est de se mettre à l'idée d'un chemin de fer pan-canadien. Donc, c'est avec l'acier que justement le pays va pouvoir être uni, réuni en tout cas, et ça va convaincre en fait les provinces au fur et à mesure que le chemin de fer canadien, pan-canadien, soit adopté comme officiel en fait. On a aussi besoin d'expansion territoriale. Expansion territoriale, en fait, déjà, nous, on a, au Canada, on a énormément d'espace, mais en plus, non seulement les États-Unis sont protecteurs de leur économie, mais aussi très avares de notre territoire. Donc, ils vont vraiment essayer et nous menacer d'annexion fréquemment. Donc, on a besoin d'un pays, d'un dominion fort et capable justement de se défendre en cas d'annexion. Donc, comme vous voyez, les autres provinces rejoignent la fédération après que cet acte-là soit passé, donc le Manitoba, Territoire du Nord-Ouest, Colombie-Britannique et du Prince-Édouard. Et en 1880, on va finalement passer à la construction de ce chemin de fer, euh, comme la maxime du Canada le dit, d'un océan à l'autre, du Québec à la Colombie-Britannique, qui va avoir un chemin de fer qui va relier justement le transport pan-canadien. Ensuite, au fur et à mesure, les dernières provinces rejoignent la fédération. Et en dernier, en 1999, le Nunavut est créé et rejoint aussi le Canada. Bon, on voit ici justement les conséquences de l'expansion provinciale. Il y a deux conséquences
plutôt simples. La première, c'est la divergence des intérêts. Tandis que les Anglais et les Britanniques sont déjà plus riches, leur seule préoccupation est surtout l'instabilité politique et la création d'un chemin de fer. Pour les Français, ceux qui vivent encore en fait dans leur mode seigneurial français très traditionnel, eux, c'est vraiment les inégalités économiques. Ils vivent dans un milieu de vie beaucoup plus rural, beaucoup plus pauvre. Ils s'adaptent beaucoup moins bien aux hivers parce qu'ils ont beaucoup moins accès, notamment en 1867 à l'électricité. Il y en a certains qui n'ont pas du tout. Donc c'est vraiment en fait une grande divergence d'intérêts qui se crée et ça va faire émerger aussi des différentes cultures provinciales. On le voit aussi énormément en Alberta, c'est très fort aussi le sentiment de culture provinciale. Au Québec aussi, ça se crée au fur et à mesure du temps. Donc chaque province va se forger une identité tout en vivant en fait dans un ensemble euh, d'une confédération. Donc c'est vraiment le désir de vivre ensemble mais séparément. On va chacun créer notre identité, nos intérêts, pour ensuite joindre une confédération qui va nous aider à être plus forts dans un ensemble. Donc l'unité fait la force, en gros. Voilà. Donc il y a aussi différentes perspectives des nations. Pour les anglophones, souvent, comme vous voyez ici, ça va être juste une nation. Le Canada va être une nation composée de 10 provinces. Ça va être une vision très fédératrice, très unitaire. On va voir ça au fur et à mesure. Et pour le Canada français, c'est vraiment deux nations, les francophones, les anglophones, car ils ne vivent pas du tout du même train-train quotidien, ils n'ont pas les mêmes tâches, les mêmes labeurs, donc c'est vraiment différentes perspectives de ce qui est la nation canadienne, ou les nations canadiennes. Brièvement, pour le Canada multiculturel, ça on l'a exploré quand même. Dès la Révolution américaine, il y a des loyalistes noirs qui sont arrivés, euh, environ 3000 comme vous voyez ici. Pour la construction du chemin de fer, on a eu besoin justement d'une immigration chinoise. On les a fait apporter avec seulement une taxe de 500 dollars, je crois, dans ce temps-là. Donc, on les a fait rejoindre justement le pays canadien en leur promettant toutes sortes de choses et pour qu'ils construisent le chemin de fer. Donc, environ 15 000 immigrants chinois sont venus en 1880. Ensuite, il y a eu l'immigration de l'Europe de l'Ouest, vers 1900 aussi, après justement euh, les révoltes et les guerres, il y a énormément d'immigration de l'Ouest qui s'est passée. Et en 1910, on passe la loi sur l'immigration. Ça, c'est très important puisque c'est une loi qui va être absolument ségrégée, qui va en fait, qui va ségréguer, c'est ça, les différentes ethnies qui sont supposées immigrer au Canada. Donc, on ajoute des exigences ethniques à l'immigration. Notamment les Africains, on va dire, qui sont inadaptés au climat rude, qui ne peuvent pas survivre l'hiver canadien. Mais je pense que entre nous, personne n'est capable de survivre l'hiver canadien s'il ne porte pas un manteau. Bon, ensuite en 1967, c'est là où les temps changent. On va en expliquer un peu plus tard, mais le système des points de sélection des immigrants est mis en place, c'est-à-dire qu'on va d'abord prioriser les critères d'employabilité, d'éducation, etc., que d'une sélection subjective d'immigrants. Donc, ça va vraiment créer une différence entre les immigrants d'auparavant qui étaient beaucoup plus, par exemple, européens, blancs. Aujourd'hui, on va juste demander des êtres cultivés, des êtres prêts à travailler, à aider au Canada. Donc, peu importe de l'Occident, de l'Afrique, de l'Asie, whatever, on veut tous les apporter seulement si ils respectent ces critères objectifs-là de productivité. Donc, ça crée justement une nouvelle approche de la diversité. On va avoir de nombreuses politiques sur le multiculturalisme au fur et à mesure, la Charte des droits et libertés, la loi sur le multiculturalisme. On va en parler plus tard. Donc, il y a vraiment un changement démographique qui se fait. Euh, on passe de 2 nations à 10 nations, à une infinité de références culturelles. Donc, c'est vraiment, ça élargit totalement la théorie du pacte qu'on pensait au début. Pour terminer, les peuples autochtones, c'est les peuples qui ont été là bien avant les colons, bien avant les Canadiens français, les Canadiens anglais. Les peuples autochtones sont arrivés au Canada via la Béringie, l'Alaska, il y a environ 11 000 ans. Donc ça fait très longtemps. Ils étaient très bien en fait au Canada. Et en fait, ils sont composés de trois types d'ethnies. En fait, si on peut les catégories, je dirais plus. Donc tout d'abord les Premières Nations, 64% d'entre eux font partie de ça. Les Métis à 30%. Les Métis, c'est ceux qui sont en fait mélangés entre les colons et les autochtones. Et les Inuits, c'est ceux qui vivent dans le nord du Québec souvent ou dans le nord complet du Canada. Ils sont à 4% en fait présents. En premier, il y a la loi des Indiens. Donc
autant que les Français sont plus les bienvenus, les Autochtones non plus. Donc, on va passer la loi sur les Indiens. En fait, les Britanniques vont le faire en 1876. Ce que ça va faire, c'est que ça va administrer un statut d'Indien qui va justement différencier les Autochtones, les peuples autochtones, aux colons britanniques, français, etc. Donc, on va justement seulement les appliquer aux Premières Nations. Ça va vraiment les discriminer, etc. Mais ça, on va vraiment en parler plus tard. Il y a ensuite le livre blanc qui est passé. Ça, c'est 60 ans, même là, 100 ans plus tard. Sous Pierre-Éliott Trudeau, encore une fois, on va en parler. C'est vraiment le fait que le gouvernement supprime le statut d'Indien. Les Premières Nations sont mécontentes parce que ce statut d'Indien-là fait ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc ça va vraiment être un projet de loi qui va être énormément contesté et supprimé quelques années plus tard. On va finir sur la Commission royale des peuples autochtones, qui va justement évaluer les relations entre les peuples autochtones, le gouvernement et les sociétés canadiennes. On va arriver à certaines conclusions qui sont un peu terribles en fait sur le sort des peuples autochtones, mais encore une fois, ça va être un peu plus tard qu'on va le voir. Pour résumer, il y a 4 types de cohabitation qui sont apparus au fur et à mesure. D'abord, les Européens et les peuples autochtones. Le premier contact a été en 1534, mais réellement, leur reconnaissance par la cohabitation pleine et pacifique, c'était vraiment en 1991 qu'on a commencé à réaliser en fait les horreurs que les Européens ont fait en fait à l'égard des autochtones. Ensuite, on a les Canadiens français et anglais. Officieusement, ça a été par la conquête des Anglais à la Nouvelle-France. Donc, on va commencer à cohabiter dès la conquête, mais techniquement, officiellement, c'est en 1783 que l'arrivée des loyalistes va vraiment forcer une cohabitation entre les Français et les loyalistes. Car auparavant, les Britanniques qui habitaient en fait en Nouvelle-France, ou au Canada d'aujourd'hui, c'était vraiment des militaires et des commerçants. C'était pas vraiment des paysans qui restaient là pour habiter. Donc, les loyalistes ont été les premiers habitants en fait techniques de la colonie britannique qui est le Canada, euh, après les Français naturellement. Donc c'est ça, ils vont vraiment cohabiter en 1783 après la Révolution américaine. Donc les Canadiens des 10 provinces, ça a été en 1867 par l'acte de l'Amérique du Nord britannique. On va le mentionner comme le AANB dorénavant, mais c'est quand même ça qui les a permis au début de s'aligner entre provinces dans un ensemble, dans une confédération. Ensuite, en 1967, on a réussi à ouvrir l'immigration, ce qui a créé justement une cohabitation entre les Canadiens et des ethnies différentes. Même si c'était présent auparavant, c'est vraiment en 1967 que ça a officialisé le système de points, qu'on peut enfin justement se permettre de dire que les ethnies différentes peuvent vivre ensemble et cohabiter dans un seul pays. Bon, on va passer par des choses un peu plus complexes. La Constitution. On va parler des éléments différents justement de celle-ci. Tout d'abord, ses objectifs. Donc, ses premiers objectifs, c'est d'établir les règles du jeu. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va établir la relation entre l'État et le citoyen, ce que le citoyen est supposé faire, etc., à l'égard de l'État. C'est un peu un contrat social si vous êtes plus en sciences politiques de Rousseau, mais c'est ça, c'est vraiment une relation et une répartition du pouvoir entre les différentes composantes de l'État. Donc entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire, les entités régionales, qui a le plus de pouvoir. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Il y a aussi les procédures de modification de la Constitution qui ont été ajoutées en fait au fur et à mesure en 1982. Et voilà. Le deuxième objectif, c'est créer un sentiment d'appartenance. Non seulement une constitution permet de structurer un pays, mais aussi elle a une propriété très symbolique, c'est celle de donner des conditions communes à tous ceux vivant sur le territoire. Tous ceux vivant sur le territoire qui sont quand même des provinces majoritairement différentes, avec des cultures différentes. La Constitution va établir des règles claires pour tout le monde et ça peut créer justement un sentiment d'appartenance. Mm. Cette Constitution-là, du coup, elle va avoir des composantes différentes, des multiples composantes qui sont pas forcément tangibles. On va avoir des documents écrits. Donc là, la ANB de 1960 de 1867, la loi constitutionnelle, etc. Tous ces documents écrits vont se retrouver dans la Constitution. On va aussi avoir la décision des tribunaux et la manière dont les tribunaux britanniques fonctionnent à l'égard de notre Constitution, donc la common law. Par exemple, notre état de colonie, de dominion à l'égard de la couronne britannique. Ça aussi, ça va être écrit dans la Constitution.
En troisième, il va avoir des conventions constitutionnelles. Les conventions constitutionnelles, c'est ce qui fait une grande partie de notre constitution, mais elles ne sont pas directement inscrites dans un texte. C'est des traditions qui s'obtiennent par le temps, par l'expérience, etc., des habitudes qu'on va avoir légitimées à la pratique. Donc ça s'écrit pas forcément dans la Constitution, puisque, comme vous pouvez voir, la Constitution est relativement nouvelle. Et au fur et à mesure, c'est très dur de la modifier. On va voir ça en fait tout à l'heure. Donc, il y a trois piliers à la Constitution. Aujourd'hui, on va parler du gouvernement parlementaire, du fédéralisme et de la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement parlementaire, d'abord, ça va être le gouvernement représentatif qu'on va présenter par les élections, la règle de la majorité et le gouvernement responsable et son principe de confiance qui découle de ceci. Bon, le gouvernement parlementaire, c'est quand même un système assez complexe puisqu'il est régi par énormément de conventions constitutionnelles. Donc, c'est l'autorité législative supérieure à toutes les autres institutions canadiennes. Le Parlement, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, le pouvoir législatif. C'est très important de faire la différence entre le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement, c'est lui qui va être exécutif, c'est lui qui va pas voter les lois, mais qui va exécuter les lois, qui va les concrétiser, tandis que le pouvoir législatif va être celui qui va décider des lois, les voter, les établir, etc. Il ne veut pas les mettre en fonction, il va voter pour ou contre, justement, leur application qui va être décidée par le pouvoir exécutif. On a plusieurs ici fonctions qui se définissent à travers le gouvernement, le parlement et justement la couronne britannique qui est ici, euh, qui aurait, soi-disant, un grand rôle en fait dans la décision de toutes ces choses-là. On commence par la branche exécutive, la branche du Premier ministre, du cabinet et aussi du gouverneur général, en fait, entre autres. Donc le roi est le gouverneur général. D'abord, le roi, c'est formellement le chef d'État, le chef du pays, le chef du Royaume-Uni, c'est lui qui est supposé nommer et déléguer le gouverneur général. Le gouverneur général, ça va être celui ici, le représentant du roi. Donc c'est lui qui va vraiment symboliquement représenter le roi au Canada. Il va ainsi avoir le Premier ministre, le chef du parti avec le plus grand nombre de sièges et la confiance de la Chambre. Donc le Premier ministre est supposé ici former le cabinet et recommander les sénateurs au gouvernement, au gouverneur général. Donc, il joue un certain rôle, ça va être un chef du gouvernement et non forcément du chef d'État, officiellement. Ok. On va parler officieusement un peu plus tard et on va voir que ça change énormément. Le cabinet, c'est ainsi un comité de ministres qui élabore des décisions publiques, c'est-à-dire qui vont exécuter les lois publiques euh, dans les politiques, etc. Donc c'est vraiment ceux qui mettent en forme ces politiques-là, ces lois. Donc ainsi, il y a le Parlement. Le Parlement, c'est la branche législative. Il va servir à rédiger, examiner et voter les lois tout en surveillant le gouvernement, c'est-à-dire le cabinet et le Premier ministre euh, et ses activités en fait. Il va vraiment être un genre de, de surveillant des activités, un genre de chien de garde euh, de la démocratie. Donc, on commence par la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est l'institution publique, c'est l'institution démocratique, car il y a 343 députés élus dans cette fonction-là. Ces députés-là sont élus selon la population de chaque conscription. En tout, au Canada, il y a 343 conscriptions à travers les 10 provinces et les 3 territoires. Donc ça crée quand même énormément de députés qui sont élus. C'est la Chambre des communes, en fait, les députés qui vont en faire partie, ils approuvent les lois. C'est-à-dire que la Chambre va voter des lois proposées ou non par le gouvernement, c'est-à-dire que ils vont pouvoir vraiment décider, voter ensemble, s'ils en sont d'accord. En pratique, un gouvernement majoritaire rend l'approbation de la loi une formalité. Pourquoi ça? En fait, c'est parce que dans une chambre, euh, dans la chambre des communes, je veux dire, euh, on a 343 députés. Il va cependant avoir des députés qui vont obéir à certains partis politiques. Donc, par exemple, les libéraux, les conservateurs, etc. Quand un gouvernement majoritaire obtient un nombre de députés qui est supérieur à la moitié de 343, c'est-à-dire que quand il va avoir plus de la moitié des députés dans toute la Chambre des communes
qui vont être représentatifs d'un seul parti, ce gouvernement-là va être majoritaire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une majorité de députés qui vont être d'un certain parti, par exemple le parti libéral. Ça va être, ça veut dire que l'approbation de la loi va être automatique. Pourquoi? Parce que le vote va faire en sorte que si c'est une loi qui est libérale, qui est proposée par le gouvernement libéral, il va avoir plus que la moitié des députés qui vont voter pour, puisque plus de la moitié des députés, eux aussi, pourraient être libéraux. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment en cas d'un gouvernement majoritaire qu'il y a plus de la moitié des députés qui appartiennent au même parti. Donc le vote va être aussi plus de la moitié va appartenir à un vote du même parti. Voilà. Il sert aussi à surveiller le gouvernement, notamment par des périodes de questions, des caucus et des comités parlementaires. Bon, le Sénat. Le Sénat, c'est aussi une partie intégrante du législatif. Cependant, c'est très problématique ces temps-ci. On va en parler pourquoi. Ses rôles principaux, c'est approuver les lois. Donc, toute loi doit être adoptée autant par la Chambre des communes que le Sénat. Ça, au moins, ça fait un double check. Euh, Surveiller le gouvernement, justement, avec ses comités de surveillance et équilibrer la représentation régionale. En principe, le Sénat est supposé euh, porter une autre voix qui est différente des députés pour justement essayer d'équilibrer la volonté du peuple qui a voté pour les députés, donc la volonté majoritaire, et les minorités. Il est supposé faire ça. Bon, comment ça fonctionne? C'est parce que il y a 105 sénateurs qui sont au Sénat. Cependant, les mécanismes de nomination, c'est une nomination partisane, c'est-à-dire que le premier ministre qui va être élu va lui-même décider de choisir les sénateurs qui sont en fait au pouvoir. Donc, ils ne sont pas élus par la population. Il y a un certain problème de démocratie qui est lié à ça, car ils ne sont pas ni responsables en fait devant la population, ni devant l'Assemblée législative de la Chambre des communes. Donc, ils sont choisis. Et en fait, ça peut favoriser des affinités ou des groupes ayant une représentation limitée. Si par exemple, il y a quelques années, Justin Trudeau choisissait un sénateur qui était très biaisé. euh, Par exemple, quant à l'avortement, on va se dire ça. Il pourrait avoir justement, certaines opinions qui ressortent, qui sont pas familières en fait au Canada en général, et il y a une représentation limitée qui pourrait être en fait présentée à travers le Sénat juste parce qu'il y a un des sénateurs qui a une affinité avec le Premier ministre. Donc c'est vraiment une question en fait de choix du Premier ministre. Il faut vraiment bien choisir pour éviter que il y ait des choses un peu louches qui se passent. Euh, Niveau vote, niveau biais qu'on pourrait détenir. Les pouvoirs sont aussi limités, puisque ils peuvent pas faire grand-chose les sénateurs en fait. Ils peuvent juste faire une deuxième évaluation. Et souvent ce que ça fait en fait, c'est que ça retarde les décisions de la Chambre des communes, puisque eux, ils vont prendre plus leur temps, ils sont beaucoup moins dans un rush, c'est beaucoup plus des gens qui ont un très quotidien difficile, mais beaucoup plus tranquille que la Chambre des communes. Donc, ils prennent leur temps, ils retardent en examinant justement les décisions de la Chambre des communes. Ils peuvent aussi être multipliés, ils peuvent aussi être plus nombreux si le Premier ministre en décide. Donc, imaginez, plus de sénateurs est égal plus de temps à examiner. C'est terrible, c'est contre-productif un peu. Ça aussi, on parlait justement de la représentation régionale. euh, En fait, c'est pas vraiment concret puisque l'Ouest canadien en tant que tel est sous-représenté, puisque le Premier ministre choisit beaucoup moins de sénateurs de l'Ouest canadien, tandis que les provinces atlantiques sont surreprésentées, comme le Québec et l'Ontario. Euh, Ça crée une certaine disproportion qu'on aurait pu voir en fait auparavant dans nos gouvernements précédents. Donc, oui, on a tenté de le réformer 2 fois. D'abord, le gouvernement de Stephen Harper, gouvernement conservateur, a essayé justement de réformer le Sénat pour certaines raisons. En fait, c'est que les sénateurs doivent rester au pouvoir jusqu'à leurs 75 ans. C'est un mandat jusqu'à la vie. Euh, pour Stephen Harper, c'était beaucoup trop long puisque 75 ans à un moment aussi, il faut prendre le repos, il faut éviter d'être sénile, etc. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était limiter le mandat des sénateurs à 8 ans pour empêcher les mandats à vie. Son but, justement, c'était de permettre aux provinces d'élire leurs sénateurs au lieu du Premier ministre de le faire à leur place. Donc c'est vraiment en fait une question très compliquée, car apparemment elle est inconstitutionnelle. Et la Cour suprême l'a jugée inconstitutionnelle, et en plus, il aurait fallu modifier formellement la Constitution, ce qui aurait été un projet absolument euh, possible, mais
périlleux, en fait, à faire. Ça aurait été trop compliqué, en fait, pour seulement limiter le mandat à 8 ans au lieu de jusqu'à leurs 75 ans. Justin Trudeau, pourtant, il a réussi à réformer le Sénat. Comment est-ce qu'il a fait? En fait, c'est que pour lui, il fallait un nouveau mécanisme de nomination. Les sénateurs étaient trop biaisés en étant choisis par le Premier ministre, par le parti dominant, et donc il a décidé de créer un comité indépendant qui pourrait sélectionner des candidats non partisans. C'est-à-dire que ces candidats-là ne seraient pas forcément détenteurs d'une certaine idéologie propre ou par exemple au gouvernement libéral, etc. Donc, il pourrait créer un comité indépendant euh, qui recevrait justement le public euh, comme futur candidat, comme futur sénateur. Donc, franchement, ça, c'est quand même un bon compromis, car même si ces personnes-là restent jusqu'à leurs 75 ans, au moins, elles sont choisies euh, dans le public, parmi les publics, et non parmi l'ami du Premier ministre, etc. C'est beaucoup moins biaisé, en fait. Bon, donc, comme vous avez vu, en fait, c'est que c'est assez compliqué. Le Sénat fonctionne d'une certaine manière. Le Premier ministre a aussi énormément de place dans la politique canadienne. Souvent, en théorie, en fait, on va s'opposer à la pratique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, le Premier ministre nomine le gouverneur général. Auparavant, c'était le roi qui était supposé le faire, c'était lui qui était supposé choisir son représentant, mais aujourd'hui, puisqu'on est assez détaché de la couronne, en tout cas on l'est d'une manière très idéologique et très politique, donc c'est vraiment le Premier ministre, avec l'approbation du roi, qui choisit le gouverneur général, donc le représentant britannique du Canada. Euh, Quand c'est une question de détention des pouvoirs, on pense souvent que le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement, puisque ses pouvoirs sont limités par le roi, par l'absolue couronne. Mais en fait, c'est vraiment pas le cas. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement et de l'État. Par convention constitutionnelle, c'est lui qui décide de la dissolution du gouvernement, des élections, c'est lui qui va avoir le dernier mot sur les lois, bref, c'est vraiment la personne qui va détenir le Canada entre ses mains, et ça va vraiment être une chose assez cruciale quant aux enjeux démocratiques. Le gouvernement général, le gouverneur général, on dirait que c'est le roi, on dirait en fait que c'est le chef de l'État, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Le Premier ministre est voté, euh, les membres du cabinet, c'est ça, les membres du cabinet sont sous l'approbation, mais vraiment le gouverneur général détient davantage un rôle cérémonial. C'est vraiment plus un représentant symbolique britannique, mais vraiment, sinon, les membres du cabinet sont choisis par le Premier ministre, la dissolution du gouvernement et des élections aussi se fait par le Premier ministre, bref, le gouverneur général, vraiment, il faut se rappeler que le gouverneur général, il est symbolique. Il ne sert pas à grand-chose, en fait, avec les conventions constitutionnelles. C'est contre-productif un peu, mais bon. Bienvenue au Canada. Ok, bon, on va parler du gouvernement responsable. Le gouvernement responsable euh, est la raison pour laquelle il y a autant de différences entre théorie et pratique dans le gouvernement parlementaire. Il a été adopté en 1848. Mais à mon avis, en fait, je vous ai mis une petite mise en contexte car je trouvais que c'était important d'en parler. Pendant l'époque coloniale, justement, le Premier ministre et les membres du cabinet doivent être choisis par le gouverneur général. Pour la population, ça crée un énorme enjeu de démocratie puisque le gouvernement représente l'Empire britannique et non le peuple. Et pourtant, il est vu aussi comme une monarchie démocratique. Donc, l'ordre de Durham, avant l'acte d'union, comme on se rappelle, propose aussi un gouvernement responsable. Gouvernement responsable, justement, qui donnerait la confiance, qui donnerait en fait un statut de confiance au Premier ministre et à son gouvernement, et non un statut en fait absolu de présence pendant son mandat. Donc, on va voir ça un peu plus tard. Euh, c'est ça. Donc, ça a été obtenu au fur et à mesure par des unions militantes entre le Canada anglais et français. Donc, non seulement c'était pour la démocratie, mais ça a aussi favorisé une certaine union entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. C'était quand même plutôt important. À travers les années d'assimilation, c'est bien. Pourquoi le gouvernement responsable? Parce que on voulait que le pouvoir exécutif dépende de la confiance de l'Assemblée élue et non du gouverneur. Le gouverneur général, bien sûr qu'il va donner sa confiance à un parti si c'est lui-même qui le choisit, si c'est lui-même s'il est supposé représenter le gouvernement britannique et le gouvernement britannique aime ce parti conservateur, par exemple, c'est certain qu'il va rester au pouvoir, même si le peuple le veut, que le peuple le veuille ou non, c'est ça. Euh, on va donc l'adopter en 1848 pour favoriser la démocratie.
La conséquence, c'est que le Premier ministre et les membres du cabinet font aujourd'hui partie de la Chambre des communes et doivent obtenir la confiance de cette dernière, en majorité. C'est, une confiance, c'est quand même assez compliqué à obtenir quand c'est pas un principe majoritaire. Bref, on va parler de ça un peu plus tard. Je suis trop rapide à travers ça. Bon, si la Chambre retire sa confiance, le gouvernement doit démissionner. Et ce que ça crée, c'est que on refait des élections, on dissout le gouvernement et on recommence des élections pour justement voter un nouveau gouvernement. Donc c'est bien un pas vers l'autonomie canadienne car on dépend beaucoup moins de la couronne pour ces affaires-là en fait. Donc c'est très bien en fait, c'est un signe. Et voilà. Donc la stabilité du gouvernement dépend du vote majoritaire de la Chambre. Comment en fait on peut perdre la confiance auprès du Premier ministre et du cabinet? La confiance peut être enlevée de quatre façons différentes. Déjà, si le budget proposé par le gouvernement est rejeté, euh, ça va créer instantanément une perte de confiance. On va plus, on va dissoudre le gouvernement et on va essayer justement d'en voter un nouveau pour que le budget, ben, on peut même négocier le budget, mais s'il est rejeté en majorité, c'est vraiment une dissolution complète en fait. Il y a aussi l'opposition qui rejette le discours du trône. Le discours du trône, c'est en fait un discours qui se fait après les élections, qui donne en fait une certaine vue d'ensemble de la politique de ce gouvernement-là, donc les priorités du gouvernement. Après qu'il soit élu, il va les présenter, et si la Chambre de communes vote ça nous va pas à nous, ben, elle va en fait rejeter ce discours-là, et on va recommencer à refaire des élections. Il y a aussi l'opposition propose et gagne la motion de non-confiance. Donc, de base, si on propose la non-confiance, on avait fait ça avec le gouvernement Trudeau, je crois. Il y avait eu un vote de confiance car la légitimité de Trudeau était remise en question en fait. On avait vraiment plus confiance, il y avait des crises extrêmes en fait au sein même de son parti. Donc on a voté la motion de non-confiance, mais ils ne l'ont pas gagnée en majorité. Bon. Donc, soit ça, ou soit le gouvernement perd un vote qu'il a identifié comme un vote de confiance. Donc, le gouvernement lui-même peut décider de mettre un vote de confiance en place, par exemple, un projet de loi. Si lui, il pense vraiment que ce projet de loi, il veut que ça se produise, il va juste faire une mesure de précaution, la placer dans un vote de confiance, et si les gens ont confiance en ce projet de loi, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de complications pendant le vote de cette loi-là, car ils vont dire, vous avez voté pour être en confiance avec ce projet-là, donc tout va bien. Bon. On parle énormément des votes en majorité, parce que tel député fait partie de ce parti-là en majorité, etc. Cependant, ce qui est important, c'est en fait, c'est que euh, les députés d'un parti libéral, par exemple, ou d'un parti conservateur sont obligés de servir les intérêts de leur gouvernement. Comment ça en fait? C'est une convention, en fait, la discipline de parti, selon laquelle tous les députés du parti votent comme un bloc uni à la Chambre des communes. Pour le vote des lois, les députés libéraux doivent voter libéraux. En fait, ça tire à l'avantage parce que si le parti est majoritaire, toutes les personnes libérales, tous les députés libéraux vont devoir voter libéraux en majorité, donc la loi va immédiatement passer. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça prive un peu les députés de leur voix. Ça les prive un peu de leur indépendance, car ça réduit leur ordre individuel et leur capacité à représenter directement leurs électeurs. Ils sont plus porte-parole, mais ils sont directement, en fait, des représentants euh, autonomes en tant que... ben, des représentants autonomes, en fait, de l'idéologie supérieure, donc libéraux, conservateurs, etc. Ils vont pas être indépendants. Donc, le whip, ça va être celui qui va s'organiser et faire en sorte que cette discipline de parti-là soit gardée à tous les députés. Un député qui va être tenté de voter contre un projet de loi, par exemple libéral, en étant libéral lui-même, va être menacé de sanctions, soit euh, d'être licencié, d'enlever en fait de l'argent à sa paye. Donc c'est très biaisé. Si par contre, il va décider, c'est contre mes opinions, j'hésite. Le web va lui promettre justement une promotion, une récompense, une certaine chose qui va l'encourager à voter pour le Parti libéral en tant que libéral. C'est vraiment en fait un vote en bloc qui va se produire. Bon, comme vous voyez voir, en gouvernement majoritaire, c'est l'exécutif qui contrôle le législatif. L'exécutif va être le Premier ministre
et son législatif, en fait, va le supporter à 100%, s'il est majoritaire en tout cas, puisque au moins 50% des députés vont eux-mêmes faire partie du gouvernement au pouvoir. Donc le gouvernement ne peut pas perdre le vote de confiance grâce à ce principe de majorité, de vote majoritaire, et l'exécutif va donc être en puissance. Le Premier ministre va avoir tous les pouvoirs et sans forcément perdre les votes de confiance, etc. Un gouvernement minoritaire, c'est le contraire. L'exécutif ne contrôle pas le législatif. Le législatif a beaucoup plus de pouvoir puisque lui-même peut décider du vote de confiance, mais aussi du vote des lois. Donc c'est beaucoup plus minoritaire, tout le monde a sa voix, et c'est pas juste un parti qui prône au milieu de tous. Voilà, donc le gouvernement peut perdre le vote de confiance, et il y a toujours une négociation entre l'exécutif et le législatif pour faire adopter des lois, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu énormément de gouvernements minoritaires, particulièrement euh, après l'acte d'union. On a eu de grands, pas l'acte d'union, je veux dire, les premières années après l'adoption du gouvernement responsable, c'était assez compliqué. Et c'est vraiment en 1867, à la ANB, que ça a réussi justement à, à- à résoudre problématique pardon, politique. Ça va vraiment aider en fait d'avoir plusieurs provinces en un seul, parce qu'on va avoir plus de députés, etc. Bref. Le fédéralisme en tant que tel, le fédéralisme a deux rôles. Le fédéralisme, n'oublions pas, c'est le fait que il y ait deux niveaux de pouvoir, les fédérales et les provinciales. En structure, en termes structurels, je veux dire, les pouvoirs sont répartis entre les fédérales et les provinces. Donc, tout ce qui est légiférer, percevoir des taxes et des impôts, c'est réparti entre le national et le provincial. Ça établit aussi les règles du jeu, parce que justement, on sait quels domaines de compétences sont propres à chacun des deux niveaux de pouvoir. Et bon, c'est ça. Le gouvernement fédéral aurait le même poids que les gouvernements provinciaux. C'est pas forcément vrai. On va voir ça au fur et à mesure, mais vraiment, c'est davantage le gouvernement fédéral, puisque... ok, je vais pas trop m'expliquer au début, on va parler ça un peu plus tard. Il y a aussi un rôle symbolique. La fédération crée un sentiment de communauté politique. Parce que non seulement on est unis dans notre province, mais aussi on est unis en tant que pays, en tant que dominion, car ça dépasse les appartenances régionales, ethniques et linguistiques. Les Canadiens français, par exemple, les Franco-Ontariens, disons-le, font partie du Canada. Ils peuvent avoir un sentiment plus fort envers leur province, l'Ontario ou le Canada en général, mais ça crée vraiment une identité propre à tout citoyen s'il décide ou non d'être, en fait, d'appartenir à ce pays-là. C'est plus compliqué chez les Québécois. Les Québécois disent, nous ne sommes pas Canadiens, nous sommes Québécois. Encore une fois, chacun son choix, euh, tant qu'ils ne mettent pas en péril la démocratie, mais franchement, la fédération, ça crée un sentiment de communauté politique. D'un océan à l'autre, comme on l'a vu, on est tous réunis par la même constitution et la même division des pouvoirs. Donc voilà, il y a deux communautés politiques, fédérale, provinciale. Bon, là on va aller dans le sérieux. Euh, L'acte de l'Amérique du Nord britannique, ça présente en fait de nombreux facteurs qui vont affirmer que le pouvoir fédéral est supérieur en niveau pouvoir que le pouvoir provincial. D'abord, la division des pouvoirs. On voit que le fédéral, ici, est en charge du commerce, des échanges, de la navigation, de la pêche, de la monnaie, de la défense, des affaires étrangères, etc. Tandis que le provincial s'occupe davantage de problèmes régionaux, donc la santé, l'éducation, les municipalités, etc. Je vous laisse lire le tout. Euh, Tout ce qu'ils partagent, par contre, c'est l'immigration et les transports, car ça touche autant les provinces que le national euh, à travers le Canada. Bon. Donc on a vraiment une conception centralisée du pouvoir. L'héritage britannique, de l'acte britannique, prône l'unité politique et moins l'autonomie provinciale. Euh, Ce que le Royaume-Uni préférait voir sur le Canada, c'était vraiment un grand pays uni, malgré les provinces. Donc, c'était vraiment vivre ensemble, mais pas séparément. Pour eux, c'était vraiment une unité avec des gens vraiment très homogènes, tu vois. Mais euh, ce que ça crée, en fait, c'est qu'on donne plus de pouvoir au fédéral, naturellement, parce que on va pas donner plus de pouvoir aux provinces si elles sont supposées être seulement une sous-catégorie du Canada.
Donc, on va réserver les pouvoirs les plus importants au gouvernement fédéral et créer une certaine dépendance financière des provinces à leur égard. Donc, c'est vraiment en fait par la taxation, par les transferts d'argent que les provinces vont pouvoir gagner leurs plus grands revenus. On va voir qu'il y a différentes aides économiques qui se font par le gouvernement fédéral. Bon, le fédéral en tant que tel, non seulement il y a des pouvoirs sur les champs de compétences très importants, mais aussi euh, il peut lui-même jouer dans les champs de compétences des provinces. Comment ça? On a deux principes. On a le désaveu des lois provinciales et le droit et pouvoir d'adopter des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement. On va différencier les deux. Le désaveu des lois provinciales, c'est qu'une fois qu'une loi provinciale est passée, le gouvernement général, sous l'avis du cabinet fédéral, avait le droit de désavouer une loi provinciale dans l'année suivant sa sanction. Donc, après justement, on adopte la loi sur la laïcité au Québec, par exemple. En moins d'un an, le gouverneur général, je veux dire, a le temps de demander au cabinet fédéral, euh, en fait, sous l'avis, c'est ça, le gouverneur, pardon, le gouverneur général peut décider lui-même d'annuler cette loi-là, de la désavouer. C'était une loi qui se faisait en fait énormément avant. Après 1943, on l'a plus utilisée. On va voir qu'il y a certaines politiques qui les restreignent. C'est beaucoup trop en fait intrusif de la part du fédéral de désavouer des lois provinciales qui ont été votées par la population. C'est un peu antidémocratique en fait. Le droit et les pouvoirs d'adopter des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement, bon, on appelle ça le POG. Et c'est vraiment, ça donne des pouvoirs au gouvernement fédéral beaucoup plus élargis en fait. On voit justement qu'il y a un pouvoir résiduel qui lui est donné. C'est-à-dire que le gouvernement, il détient toutes les compétences non distribuées à la Confédération, donc tous les pouvoirs résiduels, il va les détenir. Il y a aussi un pouvoir national. S'il y a des questions d'envergure nationale comme les enjeux climatiques ou la crise du Covid par exemple, le gouvernement fédéral va s'en occuper pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Il y a aussi les pouvoirs d'urgence. Pendant les guerres mondiales, le gouvernement fédéral a décidé de, de jouer dans les champs de compétences des provinces, dans leur sécurité, en mettant les lois de mesures de guerre. C'est ce qui, justement, emprisonnait les immigrants. Bref, des trucs un peu terribles que le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place. Je sais pas si vous en rappelez aussi, dans le documentaire de Trudeau et de l'évêque, on voit que Pierre-Éliott Trudeau a mis en place la loi des mesures de guerre pendant la crise d'octobre. euh, par les souverainistes québécois qui ont décidé de faire un genre d'attentat. Bref, c'était vraiment un grand événement et le fédéral a décidé d'envoyer l'armée sur le territoire provincial, euh, ce qui est un champ de compétences très provincial, là, on va se le dire, à cause justement de la loi de mesures de guerre qu'il va avoir placée. Donc c'est très radical et ça donne en fait à l'État un pouvoir quasi fédéral, intrusif en fait. Donc c'est ça. Comme on a vu, pouvoir de désaveu des lois. Euh, pour apposer un pouvoir aux provinces, on peut désavouer les lois. Donc avec le gouverneur général sous l'avis, euh, vous voyez ici, on l'a vu juste tout à l'heure. Ouais, voilà, ici. C'est ça. Sous l'avis du cabinet fédéral, on peut aller chercher les provinces et leur dire votre loi ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une action provinciale réactive. En réaction à une loi, le fédéral peut décider de l'annuler, de la désavouer. Et proactive, c'est-à-dire que des mesures fédérales peuvent être faites pour le bien de tous. Donc c'est proactif, c'est pas forcément en réaction à quelque chose, c'est vraiment une action en tant que telle. Donc voilà, c'est une petite différence à faire. Euh, Bof, on voit en fait que c'est une tradition encore très britannique. On a une logique d'expansion, de domination qui demeure encore entre les mains du gouvernement fédéral et pas vraiment en fait des provinces. Ce qu'ils ont signé, les provinces, c'était pas forcément non plus pour une autonomie complète. Mais on va voir en fait au fur et à mesure que ce désir-là d'être autonome se crée, notamment dans l'histoire québécoise. Donc voilà. L'acte de l'Amérique du Nord en tant que tel ne présente pas certaines choses, donc il y a des conventions qui ont été créées comme le gouvernement responsable, les droits individuels et la formule de modification. La formule de modification va être intégrée en 1982 euh, par le rapatriement de la Constitution, sa signature, etc. Euh, donc c'est ça, ça faisait pas partie avant de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Bon, c'est ça. Comme on a vu, le pouvoir de désavouer les lois, il est peu utilisé, il est restreint depuis 1943.
Le POG, lui aussi, est restreint par le comité judiciaire du Conseil privé à Londres, donc c'est Londres qui doit approuver ou non la loi des mesures de guerre, etc., en cas d'urgence, pour que le gouvernement fédéral puisse vraiment aller jouer dans les champs de compétences des provinces. Dynamique de la construction provinciale. La juridiction provinciale gagne en importance. Bon, on dit ça parce que justement, elle collecte des impôts afin de cumuler des revenus, mais c'est vraiment une grande dépendance financière euh, au fédéral. Et on le voit justement par deux types de paiements. D'abord, le paiement de péréquation qui a été justement créé en 1957. Donc, c'est un programme fédéral de redistribution des richesses. Comme vous voyez ici, c'est vraiment pour réduire l'écart de richesse entre les provinces pauvres et riches. Euh, Naturellement, ça va être une formule de richesse par habitant. Donc, selon en fait le PIB, etc., on va vraiment définir, on va allouer en fait des ressources aux provinces pauvres. Euh, donc, celles-ci sont libres de dépenser l'argent comme elles le souhaitent. Des fois en bien, des fois en mal, mais au moins, en fait, elles détiennent un peu plus d'argent pour augmenter leur infrastructure, etc. Il y a le pouvoir de dépenser aussi qui est beaucoup moins libre des provinces. Le fédéral va décider de l'allouer des fonds aux provinces, même dans des champs de compétences qui ne sont pas le sien. Donc, par exemple, le gouvernement fédéral donne 5,6 millions en santé au Québec pour que justement il règle sa situation des CHSLD. Si le Québec dit qu'il n'a pas le temps, par exemple, de légiférer ou qu'il aurait besoin de cet argent-là, par exemple, en éducation, il ne peut pas, en fait, il doit soit accepter ces millions de dollars-là pour justement la santé ou, en fait, se désister. Il peut pas vraiment se retirer complètement, mais il peut juste décider de dire, bon, ils sont obligés de l'utiliser dans ce domaine-là, mais c'est ça. Ils ont beaucoup moins de liberté quant à leur décision, en fait, de dépenser leur argent, ce qui donne encore une dépendance quant au gouvernement fédéral. Euh, Ça va décrire, en fait, les intérêts du fédéral. Si, par exemple, c'est ça. On a vu un exemple, je pense que ça va être compris. Bon, une partie aussi de la Constitution, c'est la Charte canadienne des libertés. Elle a été créée dans un contexte très tardif pour le Canada, parce que le reste, en fait, des pays occidentaux avaient déjà une charte environ vers 1700, 1800, notamment les États-Unis aussi, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, il avait déjà depuis 200, 300 ans. Mm. Donc, le Canada se réveille au fur et à mesure. Il voit que la Déclaration des droits de l'homme a été faite par l'ONU en 1948. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis s'enclenche aussi en 1960. Euh, on- il y a la croissance de la diversité sociale et culturelle. Et le Canada va juste signer une Déclaration canadienne des droits de l'homme en 1960. Cette déclaration universelle va être beaucoup plus être symbolique que d'autres choses, car elle va pas avoir de portée constitutionnelle. Pas du tout, en fait. Et c'est vraiment ça qui va créer justement certaines tensions puisqu'elle n'est pas protégée par le Parlement. Elle ne prime pas sur les décisions, c'est vraiment un acte symbolique. Pourquoi est-ce qu'aussi on a besoin d'une charte des droits et libertés? Car le Québec, en 1960 et plus, devient souverainiste. Il se réveille en fait le Québec et il voit vraiment que il y a des droits qui ont besoin d'être établis dans un cadre solide parce que si on commence à laisser du lousse dans ces droits-là, le Québec pourrait justement en prendre avantage. Donc le but de la charge, voilà. Le but de la charte, c'est d'assurer une protection constitutionnelle des droits, d'équilibrer les droits individuels avec ceux des communautés. Les communautés ont déjà quand même beaucoup de droits, mais les droits individuels en tant que personne, en tant que homme ou femme ou plus, whatever, ils sont beaucoup plus flous, je dirais. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a besoin de mettre une charte en place. Bon, je vous ai fait une petite liste là, je vais vous laisser la lire parce que c'est ça, mais disons qu'on garantit les libertés, les droits de circulation, les droits à l'instruction, le maintien des droits et des libertés autochtones aussi, c'est intéressant, et le maintien du patrimoine culturel comme droits fondamentaux. Les deux conséquences à la charte, tangible et symbolique. Donc tangible, ça guide les lois et ça domine en fait sur les lois. Et symbolique, ça met en évidence les droits et libertés d'une nation unique. Car justement, le Canada veut se forger vraiment une image très pacifique, très intégratrice, très vraiment avec un blason d'or en fait. Donc c'est vraiment, ça veut mettre en évidence les droits et libertés d'une nation unique avec une histoire forgée dans justement l'oppression et la colonisation. Donc c'est vraiment une façon de reprendre en fait un peu de contrôle sur son récit historique, etc. Mm.
Donc auparavant, c'était vraiment le Parlement qui primait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la Constitution. La Constitution est suprême. On va le voir ici. Car les législatures ne peuvent pas adopter des lois qui vont à l'encontre de la Constitution, de la Charte des droits et libertés. Tout doit être pris en compte selon la Constitution et les droits fondamentaux. Donc il y a deux façons de pratiquer la suprématie constitutionnelle. On va commencer par avant la loi émise, puisque pour moi ça a plus de sens. Donc par exemple, il y a une loi émise. On va parler ici du mariage gay en 1995. Avant justement euh, de passer une loi, on peut demander l'avis consultatif de la Cour suprême. Pourquoi? Parce qu'on veut leur demander justement une opinion consultative, un renvoi, bref, qu'est-ce que la Cour pense? Est-ce que c'est constitutionnel ou pas selon les droits fondamentaux? C'est surtout utilisé en fait avant la loi pour éviter que la loi soit invalidée après des semaines et des semaines de vote. C'est vraiment pour voir si cette loi-là serait possible d'être passée euh, et si elle est constitutionnelle en fait pour éviter tous les débâcles qui seraient créés par des votes et par des débats absolument exagérés. Donc après la loi émise, il y a aussi la décision contraignante. Si une loi est émise et apparemment brime une liberté fondamentale, comme la loi 21 qui interdisait le port de signes religieux, on peut venir contester devant les tribunaux. C'est souvent une procédure courante et ces gens-là, en fait, vont décider euh, de demander de changer la loi ou de l'adapter, etc. Ça va vraiment être selon, en fait, les moyens. Voilà. Donc, il y a quand même des limites justement à cette constitution-là, à sa suprématie surtout. Donc, les droits et les libertés peuvent être restreints dans l'intérêt démocratique de la collectivité. On voit ici l'article 1. Donc, par exemple, la charte de la langue française, elle interdit l'anglais dans les tribunaux et sur les affiches. Ça représentera en tant que tel une atteinte à la liberté d'expression en anglais dans un pays qui est foncièrement bilingue. Mais c'est important de voir deux critères, c'est si l'objectif de la loi est important pour la province qui la met en place, et si les objectifs et les droits, ou si les moyens utilisés sont proportionnels justement, et si est-ce que ils briment les droits tant que ça. Le Québec a gagné justement la charte de la langue française, puisque c'était des moyens qui étaient pas si répressifs que ça. Le Québec est d'abord une nation francophone, donc pour eux c'était très naturel d'obliger une certaine langue française. Donc ils ont réussi à la faire passer malgré tout, malgré justement l'atteinte à la liberté d'expression. Il y a aussi l'article 33 qui dit que les lois peuvent être appliquées même si elles violent les libertés fondamentales. Donc pourquoi en fait? Comment est-ce qu'elles peuvent être appliquées? Donc oui, elles peuvent être contestées, mais si elles sont appliquées avec l'entièreté, une majorité des votes des provinces, elles peuvent être mises en place. On parle justement de l'interdiction du mariage gay en Alberta. Ça a été voté par les provinces, puis justement, pendant quelques temps, le mariage gay a été interdit, même si euh, il portait atteinte à en fait, la valeur de l'homme. Je veux dire, c'est le mariage gay, donc je veux dire, il n'y a aucun problème dans la liberté l'expression du mariage gay, ils font ce qu'ils veulent, mais l'Alberta a quand même réussi à passer cette loi à condition que cette loi soit renouvelée et revotée à chaque année ou chaque année ou deux, je crois. Donc vraiment, ça va être une question de vote. Donc à une certaine année, cette loi-là n'a pas été votée à la majorité, elle a été annulée. Même si elle violait les libertés fondamentales, elle a quand même pu être votée en majorité. Donc c'est ça. Il y a quelques limites à la liberté constitutionnelle, mais disons que euh, le Parlement se voit très, très, très placé entre justement la Constitution, les lois, bref, c'est vraiment en fait un processus très intrinsèque qui se retrouve en fait au sein de notre politique. Bon, il y a de grandes transformations pour le rôle de la Cour suprême. Au début, c'était la cour d'appel du pays. Ça servait pas à grand-chose, c'était très simple. Et en 1940, elle a remplacé le comité judiciaire du Conseil privé pour devenir la plus haute instance judiciaire. La Cour suprême euh, va détenir des juges nommés par le Premier ministre et un comité de sélection, justement, euh, pour vérifier en fait les lois, etc. Euh, c'est ça. Donc, on va parler justement de ces critères-là. Il y a un modèle politique britannique très très clair. Au début, puisque les juges, avant ça, avaient pas vraiment un rôle très important. C'était d'abord la politique qui prônait sur
la législation, etc. Mais aujourd'hui, on est davantage sur un modèle américain. Américain, on dit surtout par l'individualisme. La Charte des droits et libertés donne des droits individuels à tous, et donc les juges jouent un rôle plus important qu'auparavant. On recourt davantage aux tribunaux pour faire valoir ses droits à travers les décisions, ses droits individuels. C'est ça. Donc les valeurs individuelles sont prônées au lieu des valeurs collectivistes. Il y a aussi un effet centralisateur qui se fait puisque, en tant que tel, les normes nationales des droits transcendent les différences fédérales, provinciales et régionales. Les droits prônent sur absolument tout. Je veux dire, le Québec peut faire ce qu'il veut, mais il y a quand même la Constitution, la Charte des droits et libertés qui va prôner sur ça. Position d'ambivalence du Québec exposé, c'est ça. On va vraiment voir en fait que ça centralise beaucoup de choses, mais que à travers cette centralisation-là, il y a des publics qui vont davantage être en résistance face à ces droits-là, comme le Québec et l'Alberta aussi. La dépolitisation de la politique et la politisation de la justice. On est beaucoup moins axé sur le débat et beaucoup plus impliqué euh, dans la justice, dans le droit, etc. Cependant, il y a quand même des limites démocratiques à ça parce que les juges sont nommés par le par le premier ministre, je veux dire. Leur interprétation est donc subjective. Si le Premier ministre, comme on l'avait expliqué tantôt, ajoute un juge qui est biaisé sur l'avortement, qui est absolument contre, qui a des idées, je sais pas, racistes, etc., c'est lui quand même qui va décider d'interpréter la situation selon ses propres billets, et non seulement des billets votés par l'ensemble de la population. Donc ça crée en fait un certain problème démocratique. Cependant, c'est quand même un modèle plus participatif et moins élitiste. On a plus de pouvoir, en fait, en tant qu'individu, pour faire valoir ses droits. C'est justement grâce à ça qu'il y a énormément de, de politiciens autochtones, de gouvernements autochtones qui vont aux tribunaux pour faire valoir leurs droits contre, par exemple, la construction de barrages hydroélectriques, etc. Ça, c'était vraiment le droit à la terre, le droit à la vie qui prône, en fait. C'est très intéressant. Donc voilà, les parlements, les parlements, n'oublions pas que le Parlement, c'est la Chambre des communes, le Sénat. Euh, il est restreint entre la suprématie exécutive du Premier ministre, qui est très importante comparativement euh, à la vision traditionnelle, à cause justement des conventions constitutionnelles, et la suprématie judiciaire de la Cour, qui va constamment remettre en question les lois selon les droits fondamentaux de la Charte. Donc c'est vraiment genre deux extrêmes qui vont limiter le pouvoir du Parlement. Voilà, donc modifier la Constitution, c'est compliqué. On a plusieurs façons de le faire. Donc, dans le gouvernement parlementaire, on l'a par les conventions constitutionnelles. On n'a pas besoin de réécrire la Constitution, c'est juste par l'habitude. Euh, on peut décider d'ajouter certaines fonctions, comme le gouvernement responsable, etc. Par la Fédération, avant 1982, il n'y avait pas de procédure pour modifier la Constitution canadienne. On pouvait seulement s'adresser au Parlement britannique afin de prendre une décision. On le voit notamment lorsque Pierre Elliott Trudeau il a décidé de rapatrier la Constitution. Il a vraiment, en fait, c'était une décision de la Cour suprême de Londres qui a décidé qu'il était justement, comme vous voyez ici, légal pour le gouvernement fédéral de rapatrier et de modifier la Constitution du Canada, mais sans le consentement des gouvernements provinciaux. Apparemment, c'était vraiment les Britanniques qui décidaient, qui ont changé la Constitution ou pas, il n'y avait pas vraiment de procédure de modification. Après que la Constitution ait été rapatriée, modifiée, re-signée, on a ajouté en fait trois façons différentes de modifier la Constitution, notamment par la loi constitutionnelle. Trois façons. D'abord, si c'est dans la création d'une province, dans la modification des pouvoirs du Sénat, c'est quand même très important. On a besoin de l'accord du Parlement fédéral d'Ottawa et de cette province qui représente plus de 50% de la population. Sinon, quand c'est une modification très importante, comme la modification de la composition de la Cour, des langues officielles, des amendements, etc., c'est vraiment, on a besoin de l'accord d'Ottawa et aussi de l'entièreté des 10 provinces. On a aussi, pour des modifications de la frontière ou des trucs plus simples, qui indiquent seulement un échange entre une province et Ottawa, ou les provinces concernées, ça va vraiment être entre l'accord d'Ottawa et l'accord de la province ou des provinces qui sont concernées par ce problème-là. Donc ça ajoute ça. Voilà. Bon, on est enfin sur les partis politiques et les élections. Courage, c'est bientôt terminé. Le système électoral canadien est un système foncièrement complexe, mais en vrai, une fois qu'on explique, qu'on le décompose en différents termes, c'est très intéressant.
Le système majoritaire uninominal à un tour. On appelle ça le SMUT, intéressant comme nom, mais c'est vraiment ça qui règne et qui prône dans le système électoral. Comment ça en fait? Un système électoral permet de définir les électeurs et les mécanismes des votes en sièges parlementaires. On va vraiment donc pouvoir définir absolument tout grâce à ce système. Quand on dit majoritaire, on en a parlé du principe majoritaire, mais cette fois, dans les élections, on a juste besoin de la majorité des votes euh, qui, par exemple, d'une conscription. On parle des Laurentides au Québec. On va avoir une majorité des votes qui vont tendre vers le libéral, comme les élections municipales dernières. Cependant, c'est que majoritaire veut dire pas forcément plus de 50%, ça veut juste dire plus que la plupart des autres. Donc, le parti qui a plus de votes que les autres va être celui qui va remporter les élections. Quand on dit uninominal, ça signifie que les citoyens votent pour le candidat de leur conscription. Donc, un siège est égal une conscription, mais ce n'est pas un parti qui est égal une conscription. C'est vraiment un candidat qui forme la conscription, qui représente la conscription en tant que député. On peut voir justement que c'est ça. Donc, les citoyens locaux votent pour le candidat de leur conscription et non l'entièreté du parti. Un siège par conscription. On a l'exemple ici de David Hermerson, qui a été élu en fait en tant que député et membre du Parti libéral. Cependant, il a détenu encore son siège euh, à la Chambre des communes, mais il a décidé en fait de changer et est parti au Parti conservateur en fait, sans prévenir. Cependant, c'était pour le représentant en tant que tel qu'on votait et non pour forcément le parti, oui, pour le parti qui est représenté, mais il n'y a rien de prévu pour modifier ça. Un candidat, un siège, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, même s'il décide de changer d'avis. Il y a aussi à un tour, qu'on dit à un tour, dans le système électoral uninominal à un tour, euh, c'est que chaque électeur vote une fois. Il n'y a pas de plusieurs vagues de votes, c'est vraiment une seule fois par élection qui va permettre le vote du politicien. Le fonctionnement du SMUT, c'est plutôt facile puisque la plupart des choses en fait requièrent des conventions constitutionnelles. C'est vraiment encore une fois par convention par exemple que à chaque 4 ans les élections fédérales se produisent. Euh, donc voilà, il y a 343 sièges pour 343 conscriptions, donc 343 candidats sélectifs pour 343 conscriptions. On voit justement qu'il y a une communauté d'intérêt géographique. Pourquoi? En fait, c'est que la partie uninominale favorise les partis au soutien géographiquement concentré. C'est donc la conscription en tant que telle qui va être concentrée politiquement et ça va favoriser en fait la sélection d'un seul représentant au lieu de plusieurs représentants de partis différents par conscription. Ça va du coup forcer la construction de grandes coalitions d'électeurs. Euh, les partis vont vraiment essayer euh, on va le voir un peu plus tard avec la politique du courtage, mais de rejoindre le plus d'électeurs possible pour avoir le plus de votes pour leur candidat, leur député de la conscription. Ça crée en fait un gouvernement stable. Pourquoi? En fait, c'est parce que la possibilité de gouvernement majoritaire favorise les partis centristes et modérés, qui en fait amènent le plus de gens possible au détriment des petits partis. Ça permet en fait de marginaliser, comme vous voyez ici, l'extrême. On veut pas de gros partis très populistes, etc., puisque c'est pas la majorité qui vote pour ça. Euh, donc voilà. Donc la politique de courtage, c'est vraiment ça qui guide les élections, c'est le désir des partis de former des coalitions et d'obtenir le plus grand nombre de régions et de groupes en adaptant leur position. Un parti va vraiment être capable de changer ses positions, etc., afin de remporter le plus de votes et donc des élections. Pourquoi? En fait, c'est que le système électoral canadien d'aujourd'hui ne favorise pas la multiplication des partis. Ce qu'on veut vraiment, c'est un gouvernement majoritaire, car c'est comme ça qu'on peut vraiment participer au vote de loi rapide, sans forcément toujours alterner entre exécutif, législatif. Euh, c'est ça, c'est vraiment pour cette majorité-là, c'est ça qu'on cherche le plus à avoir. Ça permet aussi d'estomper les différences et d'atténuer les conflits d'intérêts. Donc, on gère autant la majorité que les communautés faiblement intégrées avec un parti qui intègre ces deux-là euh, dans leur même, euh, dans leur même politique, en fait.
Ce que ça crée, c'est que il y a beaucoup moins de clivage sur les classes sociales. Un parti libéral peut autant favoriser les personnes riches que les personnes pauvres. Et comme un parti conservateur, bon, naturellement, un parti conservateur va avoir des intérêts économiques, mais ces intérêts économiques-là vont aussi toucher les pauvres et les riches. C'est plus une affaire de classe sociale, c'est davantage une affaire de religion et de région qui va être centrale dans le choix des électeurs. Euh, voilà, c'est ça. Donc, les idéologies vont être plus centrées et moyennement axées sur la classe, mais sur les enjeux culturels et sociaux, par exemple l'immigration, etc. On va davantage être là-dessus que sur le syndicalisme, etc. Donc, les conséquences, c'est aussi des coalitions gagnantes d'électeurs. On va viser des partis politiques plus mobiles, plus capables de s'adapter justement aux conscriptions. Et on va justement mettre énormément de pouvoir aux chefs des partis afin d'élaborer des stratégies, des plateformes et des directions idéologiques plus conformes à la majorité. On parle ici, comme exemple, du succès historique du Parti libéral canadien. Deux élections sur trois, le parti remporte. C'est le parti en fait qui réussit le mieux dans le monde au niveau des élections, puisque au Canada, la majorité, les principes majoritaires, etc., forcent en fait la dominance de deux partis principaux, conservateurs, libéraux. Les libéraux, souvent, gagnent car ils détiennent une grande variété d'électeurs. On voit ici que il y a les Canadiens français, les catholiques, les Ontariens, les immigrants, les non-européens aussi, ce qui fait quand même une bonne portion de la population canadienne. Ils vont tous justement aller vers le Parti libéral, car pour eux, c'est un parti plus modéré peut-être et plus à l'écoute de toutes ces populations-là. Il y a aussi la coalition du Parti progressiste conservateur. On va en parler davantage dans la section Québec, mais c'est vraiment pour dire que Mulroney, il a vraiment essayé de rapatrier plusieurs partis politiques. Donc le Parti de l'Ouest canadien, ontarien et les Québécois, ils voulaient vraiment faire un bloc d'électeurs précis en donnant par exemple des arguments aux Québécois, euh, mais aussi aux anglophones, essayer de faire vraiment un bon mélange entre les trois. Ça n'a pas marché, cependant, autant avec ses promesses quant au Québec et le fait que le Québec devait rejoindre la Constitution, etc. Ça n'a vraiment pas marché puisqu'on a aussi créé des partis réformistes ou le Bloc québécois. Donc ça a vraiment pas forcément fonctionné. Mais le plus grand exemple qu'on peut voir, c'est le Parti libéral, qui gagne encore aujourd'hui avec Carney. Voilà. Donc, la professeure a posé la question. La politique de courtage est-elle encore présente? Oui, mais c'est pas la même qu'avant. Aujourd'hui, elle doit composer justement avec l'identité, les nouveaux partis, les réseaux sociaux et les clivages culturels croissants. C'est plus forcément une affaire politique. La politique de courtage aujourd'hui, c'est beaucoup plus axé sur les identités, sur des problèmes démographiques qu'on a en fait aujourd'hui. C'est davantage axé là-dessus. Bon, on passe au Québec. Là, on va y aller plus rapidement. Le Québec, on en a entendu de maintes et de maintes fois. Donc voilà, on commence 1774. Après l'acte de Québec, les Canadiens français ont le droit d'exprimer leur religion, d'avoir le droit civil français, seigneurial, etc. L'Église devient alors en fait l'intermédiaire entre les Canadiens français et le gouvernement britannique. Elle va contrôler l'éducation, la santé, la morale, la famille, la culture. Absolument tout va être contrôlé par l'Église pendant combien? Pendant 150 ans, 170 ans, c'est quand même énorme. Et ça va faire en sorte que l'héritage catholique va être principal au Canada français. Euh, Justement, ce dernier va se définir par la survivance, c'est-à-dire la religion catholique, naturellement, la ruralité, donc la vie en campagne, et la natalité, donc le fait de faire énormément d'enfants afin de garder une certaine supériorité démographique et de justement assurer la survie de la culture canadienne-française. Donc c'est très intéressant, mais cet héritage-là va vite être remis en question une fois que la télévision va arriver. On voit justement aussi dans les lectures que, avec la télévision, les Canadiens français se rendent compte à quel point les entreprises anglaises sont puissantes et à quel point elles dominent aussi l'économie. Donc les industries, les chemins de fer, les banques aussi sont dominées par les anglophones. Les Canadiens français, ils ont un certain, vous voyez ici, un dégel des esprits, comme on avait dit dans la lecture, euh, tandis qu'eux, ils sont en campagne, ils voient que les Canadiens anglais sont en ville, participent à la modernisation, et les usines, ils réalisent forcément que euh,
Ils ont besoin de se libérer des normes et des structures de pouvoir originales. En plus, dans les années 50, en fait les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, Duplessis arrive au pouvoir et instaure la Grande Noirceur, qui est un courant en fait qui revient encore une fois aux bases traditionnelles de la ruralité, de la survivance, etc. Dans un temps où quand même il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante. Vraiment, Duplessis remet en fait une certaine grande noirceur, une certaine oppression, une régression, on pourrait le dire, en fait, de l'identité canadienne. Et les Canadiens vont en avoir marre, surtout les Canadiens français. On va justement commencer ça par le refus global, qui est un manifeste contre l'Église, contre la tradition, etc. Ça va vraiment choquer la population. La fin de la Grande Noirceur s'annonce en 1960 par la victoire du Parti libéral de Jean Lesage. Jean Lesage va lui décider d'enlever le pouvoir vraiment extrême de l'Église dans certaines sphères de la vie. Par exemple, il va institutionnaliser et étatiser les services sociaux, l'éducation et l'économie, na- notamment en nationalisant Hydro-Québec. Hydro-Québec, ça va justement être un symbole de force canadienne, je veux dire québécoise, et on va vraiment voir que c'est plus l'Église qui contrôle ça, c'est vraiment l'État québécois qui va vraiment être en puissance dans ces temps. Le but de tout ça, c'est vraiment de rompre avec la dépendance économique et politique, soit envers les États-Unis, soit envers l'État anglophone, qu'est le Canada. Donc c'est vraiment s'indépendantiser et prouver que les Canadiens sont aussi très forts et peuvent élargir eux-mêmes leur économie comme nation propre. Donc on voit ici qu'il y a un ancien nationalisme. L'ancien nationalisme, c'est le nationalisme de l'Église catholique où les Canadiens français étaient davantage définis comme par la race, donc en étant blancs, français, d'origine française ou autochtone, et de la religion catholique. On voit aussi que les idéologies, c'était celle de la survivance, de la reproduction, vraiment beaucoup plus axée sur la survie que sur une quelconque idée d'autonomie. Le nouveau nationalisme, du coup, il a dit que l'État québécois est en pouvoir. Ce n'est plus l'Église, c'est bien l'État, autant dans les infrastructures que dans les services sociaux, il va dominer. Le groupe du nationalisme qui va être sujet à ça, ça va plus être les Canadiens français, ça va être les Québécois. Les Québécois qui habitent sur le territoire du Québec. Donc, on peut vraiment parler dans le nouveau nationalisme des années 60, on peut. C'est pas forcément des catholiques, c'est pas forcément des blancs. Ça peut être vraiment des immigrants, ça peut être de tout qui fait partie en fait à l'origine de ce nouveau nationalisme-là. On fait justement une rupture avec la dépendance aux anglophones. C'est ça le but, l'idéologie principale. C'est d'être indépendant, pas forcément au début en tant que pays, mais surtout en tant que nation. Voilà. Donc, parmi ce nationalisme-là, il y a un nationalisme fédéraliste qui veut rester dans la Fédération canadienne, donc le Parti libéral l'incarne très bien, et un souverainisme qui va demander le développement hors du fédéral, hors de la fédération, dans le cadre d'un partenariat avec le Canada. C'est justement ce que le Parti québécois de René Lévesque cherche à faire en 1985 avec son référendum. Bon, gouvernement libéral de Lesage, modernisation de l'État, on commence par ça. Ensuite, il y a la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. En 1963, on va vérifier justement avec le fédéral le degré de bilinguisme, le rôle des organisations dans la promotion de meilleures relations culturelles et la possibilité pour les Canadiens de devenir bilingues. Le fédéral n'est pas complètement aveugle. Il voit très bien qu'en ce moment, les Canadiens français se réveillent et ont vraiment un besoin d'être reconnus. Donc, il va faire en sorte de placer des commissions royales sur justement une enquête en disant que le français prend quand même énormément de place dans le nationalisme québécois. On a besoin de donner plus de place au français dans le monde entier. Ben, dans le monde entier, je veux dire dans le Canada en entier. Euh, donc en 1968, l'élection de Pierre-Éliott Trudeau va être mise en place. Le Parti québécois aussi. On va opposer justement par ces deux partis le Canada bilingue et fédéral de Trudeau et le Québec comme une nation politique de l'évêque. C'est vu, merci, dans les documentaires de ce semestre-là. La loi sur les langues officielles, c'est une loi qui va être passée en 1969. Ça va institutionnaliser le français et l'anglais comme langue officielle du Canada. Donc, justement, il va avoir un commissariat qui va surveiller l'utilisation de la loi. Dans certaines
Dans certains cas de dissidence, par exemple avec Air Canada qui préférait 100% l'anglais que le français, il y a eu énormément d'erreurs là-dessus. Ils ont été surveillés et on leur a forcé justement d'adopter cette politique de bilinguisme-là. Ça garantit le public à être servi dans la langue de son choix partout au Canada. Ça aussi, ça vise la représentation équitable des francophones et anglophones dans la fonction publique, tout en garantissant le droit de travailler dans la langue de son choix. Bon, c'est très idéal, c'est très idéaliste, même aujourd'hui en 2025, on va à un café, on n'est pas servi forcément en français, particulièrement à Ottawa. Mais bon, c'est une chose qui est idéaliste et ça vise aussi une certaine, un certain compromis. Québec reste avec nous, mais on te donne certains avantages, on reconnaît beaucoup ta langue plus que d'autres langues justement au Canada. La loi sur la langue officielle, la loi 22 en 1974 passe. Ensuite, il y a le gouvernement québécois qui forme le gouvernement euh, en 1976. Donc vraiment, ça s'enchaîne. Les événements vers le souverainisme s'enchaînent. Et c'est notamment par la charte de la langue française, la loi 101, qui va être passée. Puis on va vraiment voir un grand mouvement vers la langue française. Ça va faire énormément de cataclysmes un peu partout dans le Canada anglais. Mais voilà. Donc ça s'applique surtout à la situation linguistique à Montréal. Montréal, c'est un centre d'immigration où la majorité des personnes qui y habitent sont anglophones. Donc les services sont en anglais, les affiches extérieures sont en anglais. Donc la charte de la loi française fait en sorte que la langue française est la langue officielle unique du Québec. Ça s'oppose à la ligne B où on stipule qu'un statut égal existe entre les anglophones et les francophones. Non. Au Québec, on décide vraiment de dire que la langue française, c'est ce qui prime. Euh, dans la langue du travail aussi, les entreprises doivent parler en français une fois qu'elles ont plus de 50 employés. L'affichage public en français est obligatoire, donc on peut avoir un affichage en anglais en bas, mais le premier qu'on doit voir, c'est doit être en français. L'éducation en français est obligatoire aussi, donc c'est la loi 178. Pas besoin de s'en rappeler, mais c'est juste pour dire que la loi française, en fait du français, de la langue française, passe absolument sur toutes les sphères de la vie pour vraiment s'assurer que le français prime au Québec. Bon, il y a le référendum sur la souveraineté association en 85, le Québec détient les pouvoirs. En fait, il détiendrait, selon ce référendum-là, les pouvoirs exclusifs sur les lois, les impôts, la politique internationale. Mais ce qu'il conserverait, c'est un genre de souveraineté association. C'est une association économique avec le Canada. Il garderait la même monnaie d'échange et des rapports justement transfrontaliers pour l'électricité, le bois, etc. Il ne marche pas en fait, il est vu à l'échec par une majorité en fait vote contre et c'est ça. Ça va pas en fait priver les gens de leur détermination pour la souveraineté du Québec. Au contraire, ça va l'augmenter au fur et à mesure que les années passent. En 1982, on s'en rappelle, Justin Trudeau rapatrie la Constitution pour la signer, mais la signe dans le dos du Québec, sans que le Québec en soit conscient. Donc le Canada, à travers cette course-là pour gagner la loyauté des Québécois, la perd complètement. En 1982, les Québécois se sentent trahis, non seulement parce que leur pays les a rejetés de la Constitution, mais aussi c'est qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes légiférer ou décider de ces constitutions-là. Donc c'est vraiment, ça a été un, un gros changement en fait dans l'histoire puis dans la morale aussi québécoise. Bon, le gouvernement Mulroney, on en a parlé dans les trucs de coalition et la politique de courtage. Mulroney, lui, il cherche à gagner les élections et il promet justement de ramener le Québec dans la Constitution. Bon, René Lévesque, au début, là, René Lévesque, il est un peu suspicieux, il trouve que c'est trop convaincant, c'est trop bien vu, mais il décide quand même d'accepter ça et de promouvoir justement cette promesse-là du gouvernement Mulroney en faisant le beau risque, en fait. Le beau risque de René Lévesque, c'est vraiment du fait de s'ouvrir un peu plus au fédéral pour négocier un meilleur Canada et une meilleure place dans la Constitution en général. Bon, on va avoir deux accords qui vont tourner au fiasco. L'accord du lac Meach. Donc, pour que le Québec signe la Constitution en 1987, c'est Robert Bourassa qui est au pouvoir. Il faut que le Québec, en fait, détienne cinq conditions afin de signer cette Constitution-là. La reconnaissance du Québec comme une société distincte, le droit de veto constitutionnel pour le Québec, plus de pouvoir au Québec concernant l'immigration, une compensation financière pour toute province désirant de se retirer de tout programme libéral,
non, fédérale, pardon, et la participation des provinces à la nomination des sénateurs et des juges. Bon, ce que les conditions reflètent, c'est autant un désir d'autonomie chez le Québec, mais aussi un désir d'autonomie provinciale en général. Ce qu'il veut surtout, c'est que c'est la nomination des sénateurs par les provinces. C'est déjà quand même une grande avancée, c'est quelque chose qui nécessiterait, encore une fois, le rapatriement de la Constitution, des débats, etc. Donc, ce genre de procédé requiert l'accord d'Ottawa et des 10 provinces. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait 3 façons, mais là, c'est vraiment tellement gros qu'on a besoin de l'accord des 10 provinces. Malheureusement, en 1990, le lac Meach échoue, car le Manitoba trouve qu'il n'y a pas assez d'inclusion pour les Autochtones, et Terre-Neuve est un peu sceptique aussi, donc il ratifie pas non plus. Il se dit, puisque le Manitoba ne ratifie pas, c'est déjà perdu, donc moi non plus je vais pas ratifier, tu vois. Donc c'est ça. Ils aiment pas ça puisque le Québec se voit vraiment comme une société distincte, avec plus de droits presque. Euh, et justement, on tient pas en compte forcément l'égalité des individus, des cultures, des enjeux autochtones. Et il faut vraiment voir le Canada comme une nation. Et ces conditions-là ne le voient pas en fait comme ça. C'est contre autant le fédéral que les autres provinces, que les autochtones. Donc c'est pas gagnant. Pardon. Donc on va voir justement qu'il va y avoir la création du Bloc québécois de Lucien Bouchard. Il va vraiment défendre les intérêts québécois à la Chambre des communes après l'échec de l'accord du lac Meach. En 1992, Charlottetown, c'est le référendum primordial qui est supposé reconnaître le Québec comme une société distincte, comme une nation distincte, qui va viser aussi la décentralisation du pouvoir, encore une fois, donner plus de pouvoir aux nations provinciales. Et ça va justement aussi défendre l'autonomie des gouvernements autochtones. C'est un rejet unanime. C'est vraiment rejeté par l'entièreté euh, peut-être plus que la majorité, je pense, des provinces. Et ils n'aiment pas ce projet-là. Pour eux, c'est insensé. On a déjà essayé une fois, ça ne marchera pas. Bref, c'est pas très convaincant. Donc, autant le sentiment de trahison que l'échec du lac Meach et de Charlottetown, à travers ça, la souveraineté, le souverainisme, je veux dire, c'est extrêmement exacerbé. En 1995, on passe le référendum sur la souveraineté du Québec. Ça, c'est l'événement le plus crucial qui remet en fait en question la théorie selon laquelle les 10 provinces forment ce qui est le Canada. Il y a un échec. Ça marche pas encore une fois. On est quoi, à 49,2%, un truc comme ça. On était à ça de gagner, mais on n'a pas gagné justement, et euh, c'était quand même très symbolique. La professeure a posé une question la dernière fois, c'était le nationalisme du Québec est-il mort? Non, mais il s'est transformé. C'est sûr qu'on est passé d'un nationalisme québécois euh, très, je veux dire, très rural, très basé sur la terre, le catholicisme, et qu'aujourd'hui, on est davantage rendu à un nationalisme très basé sur le territoire. On a énormément de politiques qui favorisent la langue française, mais l'immigration aussi en française est favorisée. Donc, les pays africains et en Asie, justement, les îles qui parlent très français sont les bienvenus. Le Vietnam aussi, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent du Vietnam, qui sont là au Québec. euh, donc le nationalisme n'est pas le même car il n'a pas la même construction de ce que c'est un Canadien français ou un Québécois. Et aussi, ce nationalisme-là, il est peut-être plus concret car il a vécu à travers la politique et les échecs politiques du temps, par Lacmilite, Charlotte, etc. Vraiment, il a tout vécu, ce nationalisme-là. Bon, le multiculturalisme comme réalité démographique, avant ça, on l'a vu, l'immigration était basée sur la sélection ethnique. Les habitants canadiens étaient majoritairement anglais et français, et tous les immigrants qui étaient acceptés étaient soit européens, soit blancs, soit de l'Europe de l'Est, Russie, slave, etc. Après, cependant, l'immigration est basée sur un ensemble de critères liés à l'employabilité, donc on change de l'origine des migrants comme critère à l'employabilité par le système de points en 1967. Les habitants canadiens sont désormais de moins en moins canadiens anglais et canadiens français. On laisse beaucoup plus de place à l'immigration, à toutes sortes d'habitants, ce qui est très bien, ça augmente la diversité. Et justement, les immigrants viennent de toutes sortes d'endroits, d'Asie, d'Afrique, de Moyen-Orient, des Caraïbes. Et on prend de plus en plus en compte, en fait, les minorités visibles, comme les autochtones, les femmes, les personnes racisées, les handicapés, etc. On les ajoute beaucoup plus dans notre identité nationale, euh, et on leur donne plus d'importance. Le multiculturalisme, en fait, s'inscrit comme philosophie politique.
Pourquoi? En fait, c'est parce que il a comme postulat que la neutralité culturelle n'existe pas et pénalise les minorités. Il faut être conscient que la neutralité culturelle ne peut pas être possible. Il y a toujours un certain biais qui est offert à certaines cultures. Par exemple, l'héritage catholique canadien prône encore, tous les jours fériés sont chrétiens. Euh, on voit justement aussi que il y a toujours un biais car il n'y a pas beaucoup d'accommodements pour certaines cultures. Par exemple, les fêtes religieuses pourraient être musulmanes, pourraient être juives, mais souvent on a besoin de demander justement à l'employeur pour ainsi avoir un droit de prendre une journée de congé. Donc c'est aussi une source d'inégalité. On a donc besoin que les gouvernements reconnaissent et promeuvent la diversité pour une meilleure égalité. Euh, En tant que tel, le multiculturalisme est une philosophie libérale, car encore une fois, elle écoute la charte des droits et libertés comme droits respectifs des individus et non de la nation. Donc chaque individu prône comparativement à la nation, c'est très libéral, c'est très axé sur l'individualisme et non sur le collectivisme relié à ça. Bon, donc il y a énormément de contradictions qui se passent. Oui, le Canada est vu comme un pays extrêmement pacifique, vu comme fondateur de l'immigration pacifique, etc. Mais il y a énormément de restrictions internes aussi qui se passent, pas beaucoup d'accommodements, ça on en a besoin, et aussi énormément de billets qui se retrouvent dans les médias, etc. Donc le multiculturalisme aussi s'inscrit comme une politique publique. Non seulement il va euh, protéger, mais il va aussi promouvoir cette diversité-là à travers de nombreuses façons. Tout d'abord, ça je crois qu'il y a ça à l'examen, il va y avoir la politique fédérale du multiculturalisme. En 1971, sous Trudeau-Père, pas Trudeau-Père, euh, la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme va dire que on a besoin de calmer les ardeurs des nationalistes québécois, car ce nationalisme-là se retrouve de plus en plus présent. On a aussi besoin de reconnaître la diversité culturelle comme une composante officielle du Canada et de permettre aux groupes minoritaires de maintenir leur culture et même de la manifester libre à eux en fait. C'est vraiment d'éviter en fait toute discrimination à leur égard, puisque c'est de plus en plus présent dans notre pays. Il faut donc offrir une valeur symbolique de Canada ouvert, une image très pacifique, etc., de ce qu'est le Canada. Pour ça, en fait, c'est que cette politique fédérale va mettre en place des programmes de financement destinés aux groupes ethno-culturels et pour favoriser leur expression, qu'elle soit artistique, religieuse, etc. Les associations vont être permises et financées par le gouvernement. C'est aussi pour éliminer les obstacles culturels à la pleine participation. On va favoriser la sensibilisation, etc., tout en promouvant les échanges culturels. Il y a une deuxième politique qui se met en place, c'est naturellement la charte des droits et libertés. Ça, on en parle. C'est vraiment en vue du changement démographique par l'immigration et la discrimination des minorités. On cherche d'abord à lutter contre la discrimination, offrir une protection juridique au multiculturalisme qui soit utilisable absolument partout. Il y a plusieurs actions qui se donnent. Donc l'article 27 donne aux tribunaux le pouvoir de tenir compte de la réalité multiculturelle du Canada afin de juger mieux. Et l'article 15 qui protège contre la discrimination, n'importe quel type de discrimination sur la race, sur la religion, sur le sexe, le genre, etc. est interdit. On interdit ça, puis c'est justement pour permettre d'éviter toute discrimination insensée qui serait à leur égard. Il y a finalement la loi sur le multiculturalisme en 1988 qui démontre l'urgence de lutter contre la discrimination et de pouvoir activement l'égalité. On reconnaît officiellement le multiculturalisme comme une partie intégrante du Canada et on favorise la compréhension entre les individus d'origines différentes tout en réformant en fait les institutions pour l'égalité des chances. Par exemple, c'est pour ça que dans les critères d'emploi, on nous demande souvent d'inscrire si on est d'une minorité visible, si on est une femme, etc. C'est vraiment pour l'égalité des chances et qu'on prenne conscience justement de ce multiculturalisme dans nos décisions euh, fiscales, d'employabilité, etc. Bon, donc en fait, on a présenté trois politiques. La première, c'est vraiment un statut juridique politique. Elle sert davantage à promouvoir la diversité culturelle et à une influence symbolique quant à l'image du Canada. La Charte des droits et libertés, c'est vraiment un statut constitutionnel. C'est vraiment une loi qui protège contre la discrimination et qui est réactive, c'est-à-dire qu'elle doit être respectée à tout prix.
La loi sur le multiculturalisme, c'est davantage législatif. Ça va permettre, en fait, de guider l'action des ministères et des agences gouvernementales. Elle va pas être utilisée par les tribunaux. On va pas justement sortir la loi sur le multiculturalisme, mais on va en fait se servir de celle-là pour se guider sur genre les lois, la création de ces dernières. C'est vraiment pour lutter contre les discriminations et les inégalités. La plupart du Canada, face à l'immigration, se trouve pour c'est justement c'est ces, ces techniques de multiculturalisme-là. Même si on entend énormément de jugements sur les peurs de l'immigration, etc., en majorité, on est pour ça. Parce que ça assure une cohésion avec l'immigration et ça intègre les minorités tout en assurant leurs droits. Pour moi, qui est un besoin fondamental par tous. Les gens qui sont contre disent que ça mine l'identité biculturelle du Canada. Faut savoir que cette identité biculturelle-là, bon, c'est assez compliqué parce que cette identité biculturelle-là a été fondée sur l'oppression des peuples autochtones. Donc, l'identité biculturelle a un héritage colonial, a un héritage violent. Et biculturel, c'est un grand mot car les Français ont souvent été oppressés, assimilés, tués, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'identité biculturelle, mais on peut comprendre que l'héritage canadien, c'est vraiment un héritage historique colonial qu'il faut prendre en compte. Et ces gens-là disent que l'immigration mine cette identité-là, mais peut-être pour le mieux, à voir. Et ça encourage aussi les ethnies à adopter apparemment une psychologie de séparation. Selon eux, on- les, les, les ethnies pensent qu'elles doivent rester uniques et ne pas s'intégrer au Canada, et pourtant il y a énormément de politiques d'intégration qui se passent en même temps de ces politiques de multiculturalisme-là, donc c'est à voir, il faut faire la part des choses. Concrètement, les immigrants sont respectés et les bienvenus, mais ça peut aussi les stigmatiser. Justement, en les voyant comme des immigrants, comme des populations minoritaires, racisées, etc., on peut vite mettre des étiquettes sur leur identité. La tolérance, justement, est promue. On vise la diversité au cœur de l'identité nationale canadienne, mais ça crée aussi un sentiment d'insécurité chez les populations blanches. Surtout, il y a beaucoup de Blancs qui pensent que cette immigration-là va vraiment être un danger pour leur sécurité, leurs trucs, etc. Mais c'est vraiment une question de structure. Si ça se passe bien, si on légifère bien, tout peut se passer bien. Il n'y a aucune... c'est ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une question de structure. Bon, c'est sûr que les preuves sont limitées, parce que chaque pays a un contexte différent, social, économique, politique, etc., et que l'intégration des immigrants ne dépend pas juste forcément d'une loi sur le multiculturalisme, mais sur la tolérance et sur l'historique justement de cette vision-là de l'immigration. C'est ça. On peut pas vraiment être à 100% sûr de l'efficacité des politiques de multiculturalisme, mais disons que c'est un effort, un petit pas vers cette intégration totale. Bon, on va terminer rapidement avec les peuples autochtones et l'État canadien. Il y a un changement démographique qui a été mentionné très rapidement. C'est que la population autochtone augmente énormément. En quoi? En 15 ans, elle a augmenté de 42%. C'est énorme. C'est en fait 4 fois plus que le reste de la population canadienne. Et il y a des raisons pour ça. D'abord, ces gens-là ont un haut taux de natalité. Ils font énormément d'enfants. Mais en plus, c'est que on leur permet aujourd'hui, grâce aux politiques de déstigmatisation, etc., de s'identifier dans la catégorie des autochtones. Il y en a de plus en plus. Et on en découvre en fait de plus en plus avec les techniques sur la réconciliation, etc. C'est vraiment important qu'ils se reconnaissent de plus en plus. Il y a aussi l'espérance de vie qui augmente. Avant ça, les autochtones ne vivaient pas longtemps à cause des abus, à cause des addictions, etc. Aujourd'hui, on a vraiment plus de... Ils reçoivent beaucoup plus de soutien qu'auparavant, disons. Les lois modifiées permettent aussi un plus grand spectre de la définition d'autochtone. Un autochtone peut autant être un métis, une Première Nation, un Inuit. Il peut être issu de parents biculturels. Vraiment, ça peut être de tout. Et les autochtones ont beaucoup plus le choix personnel de s'identifier ou non comme autochtone. Cependant, ce qui est dommage, c'est que les autochtones vivent encore dans des milieux insalubres, avec des conditions de vie inégalitaires. C'est vraiment des choses, ils ont des bas salaires, même s'ils payent pas d'impôts, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quand même des conditions de vie très dures, avec des prix beaucoup plus chers. Tout ça, c'est relié à la colonisation. C'est vraiment lié à son histoire, selon lequel, en fait, un peuple au pouvoir domine les terres d'un autre peuple. La colonisation des autochtones a directement bénéficié aux colons, même si
Jacques Cartier, etc., a essayé de fonder des amitiés avec les autochtones. Une fois qu'ils ne servaient plus aux intérêts des colons, il les exécutait, il les envoyait dans des terres très très loin. Bref, c'est vraiment en imposant la langue et la culture européenne à ces autochtones-là qu'on a commencé directement à leur imposer des traumas, des conditions de vie absolument terribles, etc. Donc c'est vraiment un génocide culturel et physique qui leur ont été en fait imposés. D'abord, il y a aussi la colonisation de l'Ouest. Les gouvernements en général offraient des terres gratuites pour attirer des personnes dans la colonie. Donc ça nécessitait de sortir les autochtones de leur territoire. Et ça a créé en fait le Manitoba à la suite des négociations entre les Métis et le gouvernement. Si vous voulez lire plus, je vous invite à le faire. Comme vous voyez, on avait besoin en blé et en fer, donc c'est pour ça qu'on invitait les gens. C'était vraiment pour créer le chemin de fer et avoir beaucoup plus de main-d'œuvre à l'appui. Mais Louis Riel a décidé de se rebeller, a mené le soulèvement des Métis, qui a permis la création du Manitoba, une terre principalement en fait dirigée par les Métis. Voilà. Donc les conséquences de la cohabitation entre les Autochtones et les Européens, ils ont introduit l'alcool dans leur mode de vie. Ça a créé de hauts taux d'alcoolisme, de violence. Ils ont déplacé les populations pour à obtenir des terres qui étaient les leurs. Ça a créé des impacts sur leur mode de vie sédentaire nomade, sur leur culture, sur la chasse. Encore aujourd'hui, on déplace des terres autochtones, on déplace des centaines de personnes autochtones pour créer des barrages hydroélectriques sans forcément leur demander la permission. Et aussi, on a procédé, quand je dis on, je veux dire les Canadiens, ont procédé à la conversion religieuse et l'assimilation culturelle. Dès le début de l'époque coloniale, on les a envoyés dans des pensionnats, malheureusement. Ça a été extrêmement meurtrier, ça a causé des troubles, des traumas inimaginables que je ne souhaite à personne. Ça a vraiment, il y a eu des traumatismes, des décès, il y a eu environ 150 000 enfants qui ont été envoyés, minimum, et 6 000 décès, encore une fois, minimum. Énormément de personnes découvrent des terres où il y avait des anciennes fosses, des cadavres pour des enfants. C'est terrible. C'est vraiment en fait un drame total qui s'est passé ça pour les autochtones et encore aujourd'hui, ils en sont touchés. Bon, parlons de politique. Il y a des moments clés qui les ont justement impactés. D'abord, la loi sur les Indiens, assimiler les Premières Nations, les empêcher d'exprimer leur identité par la gouvernance, la culture. On prévoit la création de pensionnats. On crée un système de réserve contrôlé par le fédéral, donc ça augmente leur dépendance. Et ça prive les femmes autochtones qui épousent un homme blanc de leur statut. Donc c'est vraiment le but, c'est de restreindre le plus l'identité autochtone et de la dissoudre la plus à travers la- je dirais la culture européenne, par la violence, par la restriction, par la loi, etc. Elle va être révisée. En 1951, on va permettre justement la révocation des interdictions concernant les cérémonies. On va revendiquer, on va être en fait OK avec les revendications territoriales et on va dire que les femmes peuvent enfin voter au conseil de bande. Ça a pris du temps puisque auparavant, elles pouvaient très bien le faire sans que les hommes européens commencent à s'en mêler. Ensuite, il y a eu la révision en 1960. Il y a eu le droit de vote aux élections fédérales pour les Indiens inscrits. C'est-à-dire qu'avant 1960, ils pouvaient pas voter. Euh, le livre blanc de Pierre-Éliott Trudeau, on en a parlé, ça a éliminé le statut d'Indien. C'était comme une genre de dernière tentative d'assimilation, puisque ça les rendait comme des citoyens average, des citoyens random. Pourtant, ils ont vécu des atrocités qui méritent d'être soulignées, qui font partie de leur identité malheureusement, mais c'est comme ça. Ça a été annulé. Sa modification aussi en 1985 a supprimé les dispositions concernant la perte de statut chez les femmes. Enfin, les femmes ne perdaient plus leur statut en mariant un homme blanc et on a reconnu justement le statut pour ceux qui l'ont perdu. Il y a aussi eu la crise d'Otka. En bref, c'est une dispute territoriale depuis 1761. Ça, c'était en fait euh, l'agrandissement d'un terrain de golf par la ville qui, en fait, mettait les pieds directement sur le cimetière ancestral. Ça a été annulé. On a décidé justement, avec les revendications de la crise d'Oka, d'annuler ce projet-là et de sensibiliser publiquement les affaires autochtones et le déplacement des populations qui souvent sont encore présents. Bon. Il y a ici la Commission royale sur les peuples autochtones. Ça permet de faire un portrait des relations historiques et contemporaines entre les peuples autochtones et l'État. On reconnaît les dommages causés. On propose des mesures comme la restructuration des relations, peut-être l'autodétermination.
l'arrangement administratif. On se rappelle du texte de Martin Papillon qui prônait justement peut-être un troisième ordre de gouvernement fait par les Autochtones. Encore une fois, c'était très compliqué, mais en 1990, c'était déjà un bon début pour amorcer cette période-là. Il y a aussi eu la commission de vérité et réconciliation du Canada, pensionnat, on a parlé des conséquences, on a sensibilisé les gens avec le registre historique des Autochtones, on demandait énormément de témoignages, euh, on a recueilli ça, des témoignages, on en a fait d'études, et on parle vraiment de génocide culturel malheureusement. Ensuite, il y a l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Dans un contexte de taux de violence élevé et disproportionné à l'égard des femmes et des filles autochtones, on a décidé de faire une étude beaucoup plus approfondie, notamment par des audiences communautaires, par des témoignages, par des analyses médicales. On a vu qu'il y avait énormément de femmes qui se retrouvaient dans la prostitution, qui étaient mortes justement à cause de violences conjugales, et avec justement les perspectives historiques qu'on a ajoutées, l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées a réellement conclu que c'était un vrai génocide culturel, physique, qui s'est produit les dernières années. Bon, en- pour conclure, les actions, les décisions et les influences européennes ont encore des conséquences majeures et visibles pour les peuples autochtones. De nombreuses communautés vivent encore dans des situations similaires à celles des pays pauvres. Y a-t-il un remède? On en a parlé dans le texte de Martin Papillon. Il peut y avoir des remèdes par justement euh, les relations entre euh, les institutions, mais vraiment, c'est pas promis. Pour l'instant, on peut juste essayer de favoriser la communication entre les gouvernements autochtones et les gouvernements provinciaux, régionaux et ainsi fédéraux. Mais pour l'instant, c'est vraiment viser la sensibilisation et l'action concrète. C'est au fur et à mesure, on est présentement dans une période de transition. Certaines choses ne sont pas encore avouées. Euh, et voilà, donc on est à la fin de ce chapitre-là. Ouh, c'est 27 pages d'explications. Voilà, donc j'espère que ça vous a servi. Le document va être encore une fois en ligne et j'espère que ça vous a aidé. Et bonne chance pour les examens tout le monde.